Donc vous voyez, j'ai essayé d'arriver avec une question. Quelle qualité visait dans la double délibération, la délibération éthique et la délibération politique? On a commencé avec un état des lieux, une histoire des lois. On était plutôt sur le terrain politique, mais dans le sens peut-être un peu plus réduit du terme, parce que moi je fais de la philosophie politique. Et ensuite, on a abordé les questions d'éthique à l'aune d'une pratique médicale. Et là, on va entrer dans une autre dimension, un genre de sport très compliqué. Est-ce qu'on peut faire de l'éthique et de la politique dans son sens très noble? Et donc, je vous propose ça. On va voir rapidement que c'est un défi théorique. C'est un défi théorique pour les philosophes. Il se trouve que je suis un philosophe spécial, puisque je fais de la philosophie politique et de la philosophie morale, mais en général, les gens, ils choisissent. Ou ils font la philosophie morale, et ils discutent pendant très très longtemps, peut-être même sans fin. Il faut plusieurs générations de philosophes pour arriver à mettre un terme à certains conflits, certaines disputes en éthique. Il y a même des philosophes moraux qui font de la métaéthique, qui trouvent que faire de l'éthique appliquée, ce n'est pas possible. Et de l'autre côté, vous avez un paquet de philosophes, de théoriciens du politique ou de philosophes politiques qui réduisent énormément les difficultés qu'on a en philosophie parce qu'ils sont embêtés avec la question du pluralisme, qui n'est pas du relativisme, le pluralisme moral. Ensuite, je vais replacer rapidement la Convention dans une histoire institutionnelle complexe. C'est pas né dans la tête d'un président de la République, cette idée-là. Et ensuite, des précédents plus modestes, des comparaisons. Et ensuite, là, on va entrer dans cet exercice de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui, avec qui, comment et pour quel résultat. Et le gros de ce que j'ai envie de vous dire, ce sera attesté comme garant, évalué comme garant, et éventuellement proposer quelques pistes d'amélioration pour cet exercice politique remarquable. Voilà, ça c'est simplement, si vous avez faim après cette conférence, essayez de voir comment est-ce qu'on peut mettre ensemble, d'un point de vue théorique, le problème de l'éthique, du pluralisme qu'on a en éthique, du pluralisme scientifique, puisqu'il y a des controverses entre scientifiques et les questions politiques. Et comment est-ce qu'on peut, dans un contexte d'incertitude, on ne délibère pas pour rien, on délibère parce qu'on est incertain et on délibère parce qu'il y a des désaccords. Une délibération, ce n'est pas une discussion respectueuse. Le respect, c'est bien, c'est un préalable, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui c'est compliqué, mais il faut aller beaucoup plus loin si on veut vraiment délibérer. Et puis bon, voilà, c'est les chemins par lesquels il faut passer. Elle n'est pas très lisible, c'est pas grave, mais vous avez eu un petit rappel par Alain Claes au début. Ça commence en 1999, et ensuite vous avez toutes sortes de rendez-vous avec toutes sortes d'instances avant qu'on arrive avec la Convention citoyenne sur la fin de vie. Ça, c'est un petit rappel. Les premiers états généraux de la bioéthique, une conférence à Marseille. Eh bien, on peut dire qu'on a déjà essayé de convoquer des citoyens pour essayer d'avoir un avis sur la révision des lois de bioéthique. Alors, inutile de vous dire que c'était modeste, 3 petites conférences de citoyens, et que même ça, c'était très difficile de le faire entendre au Parlement et au Sénat. Il se trouve que je faisais partie des observateurs de ce genre d'exercice. Et là, si vous avez aussi faim, il y a des numéros qui existent, des gens qui ont travaillé là-dessus. Et le dernier, qui est beaucoup plus récent, c'était parce qu'il se trouve que je n'y étais pas garant, mais chercheur observateur de la Convention climat. Donc, si vous voulez, on pourra peut-être un peu parler des comparaisons entre les deux. Ça n'a rien à voir entre la Convention climat et celle-ci, si ce n'est que selon l'interprétation que vous avez eue de la Convention sur le climat, vous pouviez avoir quelques préventions conventionnelles de savoir si on prendrait vraiment au sérieux ce que vous pourriez proposer. Alors, qui sont les gens qui ont participé à cette expérience? Vous voyez que c'est des gens qui ont été tirés au sort sur des critères de genre, de région, de niveau de diplôme, de type d'habitat, 3 types d'habitat. Est-ce qu'on habite tout à fait dans un petit village, on est dans la deuxième couronne d'une ville moyenne, ou est-ce qu'on habite dans une très grande ville? Les catégories socio-professionnelles, vous avez les âges aussi avec la répartition, vous avez des gens qui ont 7% qui avaient entre 18 et 24 ans, et vous avez 20%, 65 ans et plus. Alors il y a eu une difficulté, on a un peu moins de femmes que d'hommes,
parce que quand on appelle les gens au téléphone, en gros, très souvent sur les portables qui sonnent, mais aussi sur des fixes, parce qu'il faut exclure personne, eh bien, 9 personnes sur 10 soit ne répondent pas, soit ne se rendent pas disponibles. Parce que quand on passe du statut de citoyen légal au statut de citoyen pratiquant, ça a un coût. Il faut pouvoir aller, en tout cas pendant 9 week-ends, discuter avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec nous, qui font partie de toute la diversité de la société. Et c'est pour beaucoup une expérience exceptionnelle à ce titre-là. Disant, ces gens-là, je ne les aurais jamais rencontrés, même dans une croisière. Donc vous avez la répartition, voilà, j'insiste pas trop. Le dispositif est très compliqué. Vous avez entendu quelques hommes politiques pressés qui disaient que tout avait été mal fait, qu'ils avaient été manipulés. Je pense que ces gens, il ferait bien d'abord s'informer avant de parler. Vous voyez, c'est assez compliqué. Vous avez 185 membres de la Convention. On n'a perdu qu'une seule personne le long du parcours, une seule personne, et c'est parce qu'elle a eu la chance d'avoir un emploi. Donc, elle a pris cet emploi. Ça, c'est aussi un problème. Pour le statut de conventionnel qui accepte de venir, certaines fois, les employeurs ne jouent pas le rôle et ne laissent pas les personnes disponibles. Donc, vous aviez un comité de gouvernance avec des gens qui venaient soit du comité consultatif national d'éthique, vous aviez des conseillers du Conseil économique, social et environnemental, qui étaient l'hôte de cette convention. La présidente elle-même faisait partie du CESE, Claire Toury. Et vous aviez des spécialistes de la délibération, donc 3 universitaires, en tout cas parmi les 3 universitaires, il y en avait 2, une sociologue et une théoricienne du politique, qui étaient des spécialistes de la délibération. Vous aviez un comité de pilotage, vous aviez la mise en œuvre opérationnelle, donc ça c'est entre 40 à 50 facilitateurs, animateurs de boîtes privées, et un mélange de personnes qui travaillent qui sont fonctionnaires, qui travaillent pour le CESE. Et puis, vous aviez aussi un institut de sondage spécialisé, parce que c'est compliqué le tirage au sort et ça coûte assez cher. Et ça représente bien, encore une fois, la diversité de la France, mais ce ne sera pas une représentation démographique, parce qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux, mais vous imaginez, une discussion à beaucoup plus nombreux, c'est compliqué. Et puis, juridiquement, même politiquement, c'est des gens qui ne sont pas des élus, ils sont tirés au sort. Si vous voulez, on pourra parler de ça plus tard. Ensuite, pour l'appui des travaux, eh bien, vous aviez des experts auditionnés, il y en a quand même eu 70. C'est énorme. C'est énorme, avec un souci de pluralisme. Pouvoir aller, si possible, le plus loin possible, on aurait pu peut-être aller plus loin, dans le débat contradictoire avec des gens qui ont vraiment des avis très opposés. On avait les vérificateurs de faits, parce que les conventionnels n'ont pas la science infuse, et donc il faut pouvoir avoir des informations. Vous aviez donc le collège des garants, je vous en parlerai un peu plus après, et vous aviez des observateurs neutres, des jeunes chercheurs, soit au niveau master jusqu'à des seniors. Il y avait même un professeur émérite de sociologie du droit. Et ce qui est très intéressant, puisque j'ai été observateur de la précédente, c'est que là, les organisateurs avaient pris le soin, pendant la première session, par groupe de 30, avoir un moment, 20 minutes, pour que ces observateurs puissent dire quelles étaient les questions qui se posaient, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et c'est très étonnant, je l'ai vu à plusieurs reprises, les conventionnels se sont levés en disant, écoutez, 1, c'est la première fois que je rencontre un chercheur de ma vie, je suis honoré, je suis content. 2, j'espère qu'on aura accès à vos résultats. Et 3, j'espère qu'on tiendra compte de vos propositions pour améliorer les conventions suivantes. Voilà, et puis on a tout. On a tout, et on a l'itinéraire, on a le parcours. Vous voyez, c'est 9 séances, 2 sessions d'appropriation pour essayer de comprendre le sujet. Il y a eu une présentation de l'avis du CCNE, par exemple. Ensuite, le gros de l'exercice, c'est-à-dire 4 week-ends de délibération. Et ensuite, une phase qu'ils ont appelée harmonisation, restitution. Alors, ils ont eu beaucoup de chance, parce que je ne sais pas si vous voyez, si vous êtes curieux, mais en fait, entre la session 7, 8 et 9, chaque fois, on n'aurait dû avoir qu'une semaine. Alors, on a de la chance dans ce pays, il y a souvent des grèves. C'était déjà le cas pour la Convention climat. Et donc, il y a eu plus de temps. Ça aurait été
pas le suicide assisté, mais en tout cas une grosse difficulté de pouvoir avoir le travail de la qualité qu'on a eu. Alors vous voyez, je ne complexifie pas trop, mais on a pensé à peu près à tout, enfin le comité de gouvernance, pas les garants, nous donnons des avis et des conseils, mais nous ne décidons pas. Et si vous aimez bien les détails, vous voyez, ça ressemble à ça. Au début, c'était la carte de toutes les actions imaginées pour ce travail qui est quand même très très compliqué. Imaginez, les gens ils arrivent le vendredi à 2h et ils repartent le dimanche à 2h. C'est intense et il y a beaucoup de choses. Voilà, et si vous voulez les résultats, rapidement, tout ça vous pouvez le retrouver sur le site de la Convention citoyenne pour le climat. Et bien voilà la question à laquelle il fallait répondre. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Donc c'est pas est-ce que vous êtes pour ou contre l'aide active à mourir. La question était déjà fruit d'un compromis, on voit bien. Et donc, si vous prenez la branche du oui, vous vous rendez bien compte que ce ne sera pas ça, la branche qui sera suivie. Ils ont répondu en gros non. Non, avec une conviction commune. Et donc, vous voyez, un développement des soins palliatifs, une organisation du parcours de soins de la fin de vie, une plus grande information. Enfin, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous ces détails. Et puis ensuite, bien sûr, la branche du non. Mais vous voyez bien que pour le non, il y a toutes sortes de propositions pour savoir quelle serait la forme de l'ouverture de cette aide active à mourir, puisqu'il y a eu quand même plus de 500 votes pendant cet exercice, avec des votes qui avaient des statuts tout à fait particuliers, mais différents certaines fois, mais je peux vous en parler. Et plus tard, puisque là je n'ai pas trop de temps, avec quand même 19 parcours dans le cas d'une aide active à mourir. Donc c'est vrai que pour le décideur pressé ou le citoyen qui n'a pas le temps, habitué des réseaux pas tout à fait sociaux, quand on a ce document de 172 pages, eh bien, on voit la complexité du problème et on voit que, bon, on n'aura pas tout de suite un prêt à décider ou un prêt à penser. Et il y a eu un rapport qui a été fait, un rapport d'observateur du CREDOC. Moi, ce que je retiens, puisque ça fait quand même 30 ans que je travaille sur la délibération, 53% des citoyens affirment avoir changé ou nuancé leur point de vue en cours de convention. Donc la délibération, ça sert à quelque chose. Et vous voyez, la satisfaction est très très élevée, 93 sur la phase d'appropriation, 83 sur celle de délibération. Voilà. Et vous le voyez, bien reçu à l'Élysée. Alors ce que j'ai envie de dire, ça fait 12-13 minutes que je parle, c'est deux choses comme garant. Alors les garants, on était dans un collège international, puisque les trois autres garants, donc il y avait deux femmes, une femme italienne qui est plutôt praticienne, une femme américaine d'origine iranienne qui fait relations internationales et qui avait fait sa thèse sur la Convention climat et des dispositifs similaires en Belgique et au Canada. Et il y a un spécialiste qui enseigne à l'université de la délibération belge qui enseigne à l'université de Louvain, donc Mine Roychamp. Et puis moi-même, alors il se trouve que j'ai la chance d'être au CNRS, mais je suis suisse d'origine, donc j'ai quelques idées sur ce que c'est que la démocratie directe, qui n'est pas la démocratie délibérative, mais je n'ai pas trop peur de la démocratie. Alors, notre mission, la mission des garants, c'était de veiller à ce que ce débat soit serein. Je pense qu'on a eu un débat très serein, qu'il soit pluraliste, c'est pas relativiste, et qu'il soit pleinement délibératif. Alors, comme c'est souvent le cas, lorsque on organise ce genre de choses, on dit, ben voilà, il faudra faire respecter un principe de sincérité, on veut que le débat soit sincère. On veut faire respecter une forme d'égalité au sein de la Convention. On veut de la transparence. Alors, moi, je ne suis pas un fanat de la transparence. La transparence, c'est bien, mais ça dépend jusqu'où on va. La transparence chinoise, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour nous, ce qui était très important, c'est que ce soit accessible au grand public. Et puis ensuite, le respect de la parole citoyenne, qu'on a surtout reformulé en termes de... Effectivement, il faut que quand les gens parlent, ils soient respectés, mais il faut aussi que le travail de ces conventionnels soit entendu et qu'il y ait une forme de
ce qu'on appelle en anglais accountability, de reddition de comptes de la part, par exemple, de la Première ministre, puisque c'est la Première ministre qui a posé la question aux conventionnels. Alors, dans mon dernier avis, et c'est ce qui va m'inspirer là pour la fin, on s'est dit que comme garant, on pouvait attester de certaines choses en regardant toute cette convention. Tout d'abord, on a trouvé que les conventionnels avaient longuement débattu, répondu, et de façon très très approfondie à la question que leur avait proposée ou soumise le gouvernement. Il a tenu compte de la complexité des problèmes posés, tant pour leur diagnostic que pour les propositions. Et ils ont participé de façon admirable à la question à la proposition d'un modèle français de la fin de vie. Et pourtant, le défi était de taille, parce qu'ils ont dû s'approprier cette complexité et se situer dans la tension entre des cas particuliers, rappelez-vous la question, et la prise en compte beaucoup plus large. Il y a eu des moments donnés où des gens disaient « mais pourquoi écrire une loi là-dessus? Pourquoi c'est que des cas particuliers ?» Et bien au-delà des auditions pluralistes d'experts, de décideurs et de témoins, ils se sont mobilisés individuellement à la recherche de ces cas particuliers en dehors du palais d'Iéna. Ils sont presque tous allés dans des unités de soins palliatifs et ils ont même été malins. Il y en a même qui nous ont dit « oui, ce qu'on m'a fait visiter, c'était un peu le village Potemkin. Moi, j'ai accompagné ma grand-mère, c'était pas comme ça. » Ils ont même posé certaines fois des questions auxquelles les médecins, je ne donnerai pas leur nom, qui étaient avec nous, ne pouvaient pas répondre. Et donc, par ailleurs, presque tous avaient été confrontés à des cas de fin de vie de proches, parfois dans des situations très très douloureuses. Et donc, en plus de ça, ils ont été capables d'affronter les désaccords éthiques sur ces questions, dû notamment au pluralisme moral. Il y a plusieurs théories morales, il y a plusieurs hiérarchies de valeurs, il y a plusieurs compétitions entre des valeurs, c'est ça, le pluralisme moral. Et donc, ils ont été capables à la fois de tenir compte de ce pluralisme moral, mais ils ont pu aussi progresser dans une réflexion politique collective, parce qu'ils auraient très bien pu terminer comme des grands sceptiques. Hein. Et donc, cette double délibération éthique et politique est au cœur de l'exigence de la démocratie délibérative, si on veut qu'elle soit vraiment de qualité. Et leur débat à plusieurs échelles, et les cadres patiemment élaborés pour les accueillir, ont visé cette qualité. Alors c'est sûr qu'on aurait pu faire des autres choix de design institutionnel, d'architecture. Je vous ai présenté un programme, on aurait très bien pu imaginer un autre programme, et ce programme-là a été changé au fil du temps. Parce que plus on avance, plus les conventionnels ont des demandes particulières, et cette cohorte avance avec une sorte de réflexion collective. Mais une des premières choses qu'on avait envie de dire comme garant, c'est que cette expérience, avec ses imperfections, donne beaucoup à penser à la qualité du débat médiatique, à la qualité du débat politique, et même à la qualité d'un débat sur des choses qu'on appelle les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'ils sont rarement sociaux. Ensuite, ce choix d'organisation de la Convention a permis à ses participants de rester unis jusqu'à la fin du processus, malgré des désaccords parfois profonds, par exemple, sur l'ouverture à l'aide active à mourir. Assez vite, il y a eu un vote où on a su quels étaient les équilibres. Et ça a été intéressant. Par exemple, moi-même qui travaille sur la délibération, j'espère qu'on puisse aller le plus loin possible avec des arguments et en donnant des justifications pour ne pas être obligé de voter. Le vote, ça arrive si vraiment on ne peut pas faire autrement. Or, dans cette procédure, à un moment donné, on a choisi de voter assez vite, et c'était même une demande d'une partie des conventionnels. Et donc, on a vu se constituer des groupes. Et le fait qu'on ait eu des groupes d'opinion, ça a favorisé la production d'arguments, et c'était tout à fait intéressant. Il y a cette phrase que vous avez peut-être entendue, parce qu'elle a été beaucoup reprise sur la Convention, qui était cette personne qui faisait partie des minoritaires, qui dit « je faisais partie des 25% opposés à l'ouverture à l'aide active à mourir. Merci de nous avoir laissé la moitié de la place dans le rapport final. » Donc il y a eu ça. Il y a eu aussi, et ça on peut en discuter, la possibilité de voter tout au long du processus, même pour les gens qui étaient opposés à l'ouverture à l'aide active à mourir. Il y a d'autres choses dans les gains latéraux qui étaient intéressants, c'est que
ça avait été une demande dans la Convention climat qu'on reconnaisse le statut de citoyen qui accepte d'être conventionnel, de devenir, faire partie d'une convention, citoyen engagé. Et donc là, ils sont allés très très loin parce qu'ils ont demandé à avoir une sorte de reconnaissance des compétences acquises par ces personnes pendant la Convention. Et donc, les gens qui sont venus pour faire les auditions, les interviews, ce sont des gens qui sont des spécialistes des bilans de compétences. Et ils étaient très très étonnés de voir les compétences, le nombre de compétences qu'on peut acquérir dans ce genre d'expérience. Il y a aussi eu des compétences acquises, en parenthèse, par le personnel du CESE, qui est maintenant plus à même de pouvoir accompagner. Alors, je vais m'arrêter là parce que je suis déjà à 20 minutes. Je ne vais pas donner tous les points. Le point que je vais vous donner maintenant, c'est pour faire un lien avec mon titre. On a trouvé que dans les choses à améliorer, c'est une question qui s'est posée, on aurait pu peut-être aller encore plus loin pour approfondir le débat avec des juristes qui seraient en désaccord et avec des philosophes moraux qui ne sont pas des philosophes moraux généralistes. Monique Canto est venue, André Comte-Sponville sont venus, ce sont des philosophes généralistes. Elle est philosophe morale, lui c'est un philosophe qui fait l'histoire de la philosophie. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont fait leur thèse sur ces sujets, il y a des gens qui sont des spécialistes de ces questions et qui sont allés très très loin sur ces questions-là, et des gens qui sont pour, par exemple, l'ouverture à l'aide active à mourir, et d'autres qui sont farouchement contre avec beaucoup d'arguments. Et c'est la même chose pour les juristes. Donc on aurait pu imaginer qu'à un moment donné, comme les conventionnels voulaient des arguments, qu'on organise un débat contradictoire de ce type-là. Et en même temps, et ça on le dit comme garant, pourquoi est-ce qu'on demanderait davantage à des citoyens tirés au sort alors que les parlementaires ne prennent pas ce soin-là, vont pas aussi loin, on pourra discuter. Et que même au CCME, quand vous regardez la vie, on n'a pas énormément d'arguments, en fait, à se mettre sous la dent quand vous lisez la vie. Donc, c'est vrai que c'est une question politique, c'est une question de démocratie, liée de philosophie politique, de savoir qu'est-ce qu'on attend de ces conventionnels, jusqu'où est-ce qu'il faut qu'on les amène. Personnellement, je me contente de ce qu'on a fait, c'était très bien. Et je pense que, contrairement à beaucoup de gens qui disent c'est extraordinaire cette expérience parce que ça montre comment les gens sont capables de monter en compétences, je pense qu'il ne faut pas perdre non plus le citoyen ordinaire, très proche, qui n'est pas entré dans ce long pèlerinage de réflexion. Et c'est un peu ce qui s'était passé avec la Convention climat, où les conventionnels ont décidé, alors qu'ils avaient la possibilité de le faire, de ne pas passer au référendum, en disant, nous maintenant, on est des spécialistes, on connaît la question, les Français vont voter non contre le travail qu'on a fait dans un référendum, sans ne rien avoir compris. Je sais bien que j'ai ouvert beaucoup de choses, j'ai fait un peu de provocation, mais c'était à dessein. Et maintenant, nous allons passer aux questions. Merci.